Bonjour, chers téléspectateurs de notre chaîne Afrique Parlons Futur TV. Et dans notre analyse d'aujourd'hui, nous allons parler des rôles et responsabilités des élites africaines pour défier le développement socio-économique. Et qui sont les élites? Selon Malloy, l'éditeur de l'encyclopédie britannique, il définit la théorie de l'élite en sciences politiques en tant qu'une perspective de théorie selon laquelle le bien d'une communauté sont mieux gérés par un sous-ensemble de ses membres. Alors, et John Hagler de 2016 définit les élites comme de petits groupes de personnes qui exercent un pouvoir et une influence disproportionnée. Alors, il est important de faire une distinction entre les élites politiques, dont leur position au sein des institutions, des organisations et des mouvements leur permettent de décider ou d'influencer les résultats politiques, souvent d'une manière décisive. Il y a aussi une autre catégorie des élites, c'est les élites culturelles qui jouissent d'un statut et d'une influence élevée dans des sphères non politiques telles que les arts, les lettres, les philanthropies, professions et associations civiques. Et au niveau national, les élites politiques ne comptent que quelques milliers de personnes, tandis que la composition des élites culturelles est déterminée et s'articule autour des sphères non politiques considérées comme importantes dans une société. Et la base d'appartenance à une élite au pouvoir est le pouvoir institutionnel, c'est-à-dire une position influente au sein d'une organisation privée ou publique de premier plan. Bien que la définition de l'élite varie légèrement, tous s'en tiennent à une classification fondamentale, c'est-à-dire les élites sont celles qui jouissent d'un statut privilégié et qui exercent un contrôle décisif sur la société. Et selon lui, Borges 2023, le rôle fondamental des élites est d'assurer la souveraineté et le développement du pays. Il est du devoir des élites d'éduquer la société afin de lutter contre le népotisme et la corruption. C'est ça le rôle des élites dans un pays. Les élites dans un pays, ils sont là pour assurer la souveraineté et le développement du pays. Et le deuxième point, nous parlons maintenant des rôles et responsabilités des élites. Dans un pays, les élites sont responsables de prendre des décisions et d'élaborer des plans de développement car ce sont elles qui ont la capacité d'élaborer des politiques et de mettre en place des plans pour apporter le changement. Ces mêmes élites ont la capacité de superviser le programme de manière effective et d'influencer un véritable changement. Les élites d'un pays doivent soutenir les initiatives et user leur pouvoir et influence pour orienter le pays vers une voie de prospérité. Néanmoins, ces mêmes élites, bien que soient dotées par le pouvoir d'apporter le changement nécessaire, elles ont également le pouvoir d'empêcher le changement en favorisant la corruption, les détournements,
conflits civils qui sont de frein au développement. Et c'est ce que nous vivons dans certains pays africains, et particulièrement en République démocratique du Congo, où nous voyons que ce sont les élites qui constituent le frein au développement et au bien-être de la société. En plus, les élites affectent le développement économique par leur influence sur les institutions, c'est-à-dire par leur perception et les relations avec le reste de la société, dans le contexte d'éradiquer la pauvreté, par exemple. L'interprétation des élites nécessite de renforcer les capacités de l'État et l'interaction entre les élites et les non-élites dans le développement de projets. Leur interaction influence le développement de projets. Mais à partir du moment où il n'y a pas contact, les élites qui ont le pouvoir de décider ne collaborent pas avec la majorité de la société à travers leurs organisations qui représentent la population, alors il sera difficile de réaliser le projet de développement. Alors, bien que les rôles et responsabilités des élites s'étendent dans tous les domaines du secteur de la vie dans un pays, mon analyse d'aujourd'hui s'articule essentiellement sur le rôle et responsabilités des élites politiques et judiciaires. Ainsi, outre les capacités de l'élite politique mentionnée ci-dessus, l'élite politique devrait adhérer au principe de la bonne gouvernance, notamment le respect des droits de l'homme, le respect des principes démocratiques et le respect de la justice et de l'état de droit. Sans adhésion des élites à ce principe de la bonne gouvernance, alors il n'y aura pas de développement. Il n'y aura pas de bien-être dans le pays. Le développement politique, le développement social ainsi qu'économique dépendent de la volonté des élites politiques de mettre en pratique ces éléments clés pour la prestation de services de base en vue d'éradiquer la pauvreté et les inégalités à travers la redistribution équitable de revenus nationaux. Puisqu'à partir du moment où les élites politiques respectent la justice et l'état des droits, alors comme conséquence, les inégalités seront éradiquées et la redistribution équitable de revenus nationaux sera respectée. Mais au contraire, si les élites ne respectent pas ce principe, et alors, ils feront la promotion des inégalités. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre sur le continent. Et comme je l'ai dit encore, comme je prends en exemple la République démocratique du Congo, nous connaissons la calvaire que subissent le peuple congolais. La bonne gouvernance est testée par la gestion transparente, la participation citoyenne et surtout la mise en place des stratégies visant à éradiquer la corruption au sein des institutions publiques et du secteur privé. Le principal défi, dans la mise en place de la bonne gouvernance dans les pays africains est du fait que la plupart des pays sont dirigés par des élites politiques marionnettes qui servent les intérêts des anciens gouvernements coloniaux et qui facilitent le pillage du pays au détriment des intérêts de la nation. Ainsi,
En raison du manque de volonté politique et de la médiocrité des élites politiques corrompues au service des oppresseurs, les gouvernements ne se soucient pas du développement ou du sort de leurs compatriotes. Et l'absence de programmes de développement et l'abandon total de gouvernement de leurs responsabilités sont à la base de la fracture sociale qui mène à la violence parmi les populations. Et ici, je cite l'exemple des groupes qu'on appelle à Kinshasa les Kuluna. Les Kuluna, ce ne sont pas des bandits analphabètes, ce sont des intellectuels. Parmi eux, on trouve des intellectuels, des hommes qui ont fait les universités. Mais puisqu'ils sont abandonnés, puisque le gouvernement n'a aucun programme d'encadrement ou de création de l'emploi, et ces jeunes-là s'en donnent à la criminalité. Et à qui la faute? C'est aux élites. Et chers téléspectateurs, après avoir parlé des rôles et responsabilités des élites politiques, et notre deuxième partie concerne la médiocrité des élites politiques congolaises. Et l'un des exemples frappants est le cas de M. Vital Kamerhe, qui était condamné par la justice à 20 ans de prison ferme et 10 ans d'inéligibilité pour détournement de 50 millions de dollars américains, mais était acquitté suite à des combines politiciennes et après quelques mois, fut nommé vice-premier ministre et ministre de l'économie. Vital Kamerhe a toujours été Iwe, voleur partout où il passe, même dans sa circonscription, dans sa ville natale de Bukavu, on l'avait Iwe, voleur. Mais sans conscience, Vital s'accroche toujours au pouvoir. Ça s'appelle la médiocrité des élites. Et pour confirmer cette médiocrité des élites congolaises, le ministre sortant de l'économie, accompagné d'une délégation de ministres, est allé négocier du maïs en Zambie. Et alors que la République démocratique du Congo possède d'immenses terres agricoles estimées à 80 millions d'hectares de terres arables disponibles, le ministre de l'économie, incapable d'organiser le secteur agricole afin de répondre aux besoins du pays, il est allé courir derrière la Zambie, les Zambiens, pour fournir du maïs au Congo. Et pourtant, de par sa dimension, la Zambie, c'est un c'est un petit pays qui n'a que 238 390 km² de terres arables selon le rapport de 2021. Et pourtant, le ministre de l'économie lui-même, il est docteur en économie. Mes chers frères, c'est la honte. Je vais donner un exemple ici. L'Israël, c'est un pays désertique. Mais l'Israël exporte le fruit et les légumes. Et chose grave, le Congo, avec cet immense sol arable, vit aussi d'une pluviométrie favorable à l'agriculture. C'est-à-dire, quand il plaît à l'ouest,
c'est la sécheresse à l'est et vice-versa. Mais nous sommes incapables. Les gestionnaires de notre pays sont incapables d'organiser la production agricole. Et cela pendant des décennies. Selon The Citizen de la Tanzanie, publié le jeudi 23 mai 2024, la Tanzanie va vendre 500 000 tonnes de maïs à la République démocratique du Congo, suite à l'accord signé mardi dans la capitale Dodoma entre l'Agence nationale des services alimentaires de la Tanzanie et la société Kensi, basée dans la province du Katanga. C'est la médiocrité des élites congolaises. Et pourtant, selon le cri de détresse lancé par l'ONG Union pour le projet de développement rural dans la province d'Ituri, relayé par la radio Okapi le 23 mai 2024, déplore que sur les 650 000 tonnes de maïs produits par les agriculteurs, composés majoritairement par des jeunes démobilisés, 500 000 tonnes ont été achetées par les Sud-Soudanais et les Ougandais. Et plus de 150 000 tonnes risquent de se détériorer dans les lieux de stockage à Ibokoro et à Riwara, des entités du territoire d'Aru à plus de 230 km au nord de Bunia. Bunia, c'est le chef-lieu de la province d'Ituri. Et le stock de maïs risque de pourrir à 230 km du grand centre de consommation. Chers compatriotes congolais, est-ce que le ministre de l'Agriculture et de l'Économie savent leur rôle et responsabilité? À l'intérieur du pays, des milliers de tonnes de produits agricoles périssent faute de moyens d'évacuation vers les centres urbains. Mais 1,250 milliard de dollars ont été dépensés pour la réhabilitation et construction de 40 000 routes à desserte agricole, selon Judith Tukula, notre première ministre. Médiocre. Monsieur Mbata, de surcroît professeur de droit constitutionnel, avait déclaré sur Top Congo TV que Félix était loin d'être président. Alors, si un professeur peut déclarer publiquement une telle bêtise, et or dans d'autres sièges, les élites sont considérées comme le modèle de la société, que peut-on espérer de tels irresponsables de la part des intellectuels comme Mbata, qui fait partie du précaré des réflexions de Chilombo? C'est la médiocrité. Et un autre cas qui illustre cette médiocrité des élites politiques, c'est le professeur Henri Mova Sankani, sous le règne d'Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila. Ce dernier personne, j'ai suivi une vidéo. Et cette vidéo, il culbutait sur la pelouse comme des enfants et criait qu'il était prêt à se battre pour défendre son président Rai, Hippolyte Kanambe, alors que ce dernier était en train de détruire le pays en massacrant la population. Le cas de fausses communes découvertes vers Maluku, le pillage des ressources et la planification des stratégies pour la balkanisation du pays. Médiocrité de l'élite.
Les élites congolaises sont médiocres et voire naïves dans la mesure où, depuis plus de 2 décennies, ils acceptent que le pays soit dirigé par des analphabètes. Le cas d'Hippolyte Kanambe, qui, après l'assassinat du regretté Mouzé Laurent Désiré Kabila, ces mêmes élites ont permis à Kanambe de diriger le pays pendant 2 décennies, sachant qu'il était analphabète et citoyen rwandais. Et ces élites, selon Stéphane Dicon 2022, dans son livre, le titre de son livre en anglais dit Gambling on Development, Why Some Countries Win and Others Lose. Il souligne ceci. Dans les négociations de développement, pourquoi certains pays réussissent et d'autres perdent. Il dit ceci. Ce qui compte le plus pour réussir un engagement partagé entre ceux qui ont le pouvoir sur la décision politique, l'économie et la société à lutter pour la croissance et le développement. Si je veux me répéter, il souligne ceci. Ce qui importe le plus pour réussir est un engagement partagé entre ceux qui ont le pouvoir sur la décision politique, économique et la société à lutter pour la croissance et le développement. Mais à partir du moment où il n'y a pas un engagement partagé entre différents groupes ou différents acteurs, et alors il est difficile d'arriver à la croissance économique et le développement d'un État. Bref, ce qui est essentiel, c'est la volonté des élites de suivre les conseils et d'apprendre de leurs erreurs. Ainsi, les élites politiques doivent conjuguer leurs efforts et élaborer un plan stratégique afin d'éradiquer la corruption qui est une gangrène qui ronge les institutions à tous les niveaux. Les élites politiques doivent s'engager en faveur du changement par le biais d'une réforme constitutionnelle qui renforce la séparation des pouvoirs entre les institutions. Et ici, je veux me référer à la procédure de nomination des juges de cour et tribunaux en République démocratique du Congo. Les juges ne doivent pas être nommés sur base de clientélisme, tribalisme ou du népotisme, car leurs décisions doivent protéger d'abord l'intérêt supérieur de la nation et non de ceux qui les avaient nommés, comme le cas aujourd'hui. Après avoir parlé des rôles et responsabilités des élites politiques, et le troisième point, je voudrais parler de la volonté. Un élément clé, c'est la volonté des élites politiques et la bonne gouvernance. Dans certains pays africains, les élites politiques ont manifesté leur volonté en respectant la séparation de pouvoir des institutions de fonctionner sans interférence politique. Ça, c'est la clé. Néanmoins, bien que la volonté des élites politiques des pays mentionnés ci-dessous soit de bons exemples, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de défi dans la mise en place d'une bonne gouvernance au sein des différentes institutions publiques dans ces pays. Et ici, je me suis référé à certains cas, bien qu'il y en a beaucoup, mais j'ai sélectionné
seulement quelques cas, par exemple, le cas du Kenya, le cas du Malawi, de l'Afrique du Sud, de la Zambie et du Sénégal. Le Kenya, par exemple, la Cour constitutionnelle kenyane avait annulé le résultat de l'élection présidentielle du 8 août 2017 sous le président soldat Uhuru Kenyatta. Et qu'est-ce qui est arrivé? Puisque le processus électoral était entaché des irrégularités, et le juge en chef David Maraga avait déclaré que les élections du 8 août n'avaient pas été conduites conformément à la Constitution. Il avait déclaré nul et non avenu. Et l'élection présidentielle était organisée dans les 60 jours qui suivaient. Et le deuxième cas est celui du Malawi. Le deuxième cas, la Cour constitutionnelle Malawi, qui avait annulé l'élection du président sortant Peter Mutharika, remporté le 21 mai 2019. Les juges qui présidaient le panel de 5 juges, le juge Arley Potani, déclarant, je cite, « Il est presque impossible d'organiser, d'avoir des élections sans irrégularité. Cependant, dans le cas présent, nous constatons que les anomalies et irrégularités ont été si répandues, systématiques et graves que l'intégrité des résultats a été sérieusement compromis, et ne reflète pas la confiance et la volonté des électeurs. Par conséquent, les élections sont annulées. En dehors des exemples des élections, ici j'ai sélectionné récemment le cas du ministre zambien des Affaires étrangères, M. Stanley Kakubo, qui avait démissionné de son poste après avoir été filmé en train de recevoir des liasses de dollars américains d'un homme d'affaires chinois. Après que la situation était sur les réseaux sociaux, pour l'intérêt supérieur de la nation et le respect du gouvernement, M. Kakubo était contraint de démissionner. Mais dans d'autres cieux, il serait promis à d'autres postes. L'exemple de l'Afrique du Sud. L'ancien président Jacob Zuma était condamné à 15 mois de prison et était emprisonné pendant 3 mois. N'avait été libéré que par la grâce présidentielle avec 9000 autres détenus. En Afrique du Sud toujours, l'ancienne présidente du Parlement sud-africain a passé quelques heures à garde à vue et sa maison a été perquisitionnée par la police suite à des allégations de corruption quand elle était ministre de la Défense et elle a fini par démissionner de ses fonctions. Un autre exemple des élections qui serviraient de leçon pour les élections libres et démocratiques sont les élections sénégalaises du 24 mars 2024, remportées avec large victoire dès le premier tour de la présidentielle par Bassirou Faye. Et le 5 avril 2024, le Premier ministre Ousmane Sonko a rendu publique la liste de membres de son gouvernement, composée de 25 ministres et de 5 secrétaires d'État seulement. Mais au contraire, en République démocratique du Congo, l'un des pays où j'ai choisi, puisque ça reflète l'exemple de mauvais cas sur le continent.
En République démocratique du Congo, il a fallu 5 mois pour que le bureau de l'Assemblée nationale soit installé et un gouvernement, à cause de la médiocrité des élites corrompues et surtout celle de la Cour constitutionnelle incapable de trancher conformément à la loi. Et vous savez pourquoi Tesco? Il a fallu attendre 5 mois pour que ces institutions soient mises en place. C'est puisqu'il y a eu tiraillement entre le membre nommé comme représentant du peuple au Parlement, tous n'étaient pas élus. Alors, il s'est tiraillé pour le poste de la présidence du porte-parole de l'Assemblée nationale. Qui devrait occuper ce poste? Puisque personne d'entre eux, ni Mbosso, ni Kamere, personne méritait d'occuper ce poste. Alors, il y avait un tiraillement. C'est ainsi que ça a pris 5 mois. Le gouvernement actuel, qui vient aussi d'être nommé, c'est la même chose. Et d'ailleurs, s'il faut l'appeler un gouvernement, je ne sais pas, c'est un gouvernement de remerciement ou un gouvernement de large union. Et ce gouvernement a une particularité. Et cette particularité est que sur 54 ministres qui constituent ce gouvernement bidon, il y a 34 ministres issus du même espace, dans la même province, les Kasaï. Donc, c'est un gouvernement tribal et composé en majorité par des caciques qui ont participé pendant des décennies dans des gouvernements. Mais le résultat de leurs expériences n'est pas visible sur le terrain. Permettez-moi, chers téléspectateurs, de vous rappeler un élément que vous connaissez, puisque quand il y a un recrutement dans une entreprise, on invite les gens de déposer leur curriculum vitae. Alors, tous les membres de ce gouvernement, si on doit se référer à ce principe de recrutement, qui a un curriculum vitae convaincant, ils sont tous des voleurs et des criminels. Ils se remplacent après un tel gouvernement et les autres vont venir au mangeoire. Mais il ne sert pas un gouvernement pour servir le peuple. Les élites dans certains pays de pratiquer le principe de la bonne gouvernance en matière de gestion conformément à l'état des droits. La bonne gouvernance décrit la manière dont le pays et les sociétés sont politiquement gérés, ainsi que la manière dont le pouvoir et l'autorité sont exercés. C'est-à-dire, la bonne gouvernance améliore les conditions de vie de la population, tandis qu'une mauvaise gouvernance est causée par l'incapacité des institutions gouvernementales de prester les services de base, de prévenir les conflits et d'assurer la sécurité de la population. En plus, la mauvaise gouvernance ne crée pas des opportunités et empêche des générations de familles pauvres de sortir de la pauvreté. Et aussi, elle met l'État dans l'incapacité de percevoir des impôts et d'accroître l'économie en maintenant
le pays dans un cycle de dépendance aux yeux des extérieurs, plongeant ainsi la population dans la misère indescriptible. Et c'est ce que nous vivons. Vous constaterez avec moi que dans la majorité des pays africains, leurs budgets nationaux ont toujours été compensés par des fonds venus de l'extérieur. Et le principe est simple, c'est la main qui donne, qui commande, qui dirige. C'est ce qui fait que ces pays, comme le Congo, ils ont toujours, les soi-disant dirigeants congolais, ils fonctionnent, ils s'alignent devant lui comme des chiens devant leur maître qui tenait les eaux. Ça se répète encore en ces jours. Après la nomination de Félix Tshilombo par Hippolyte Kanambe, les mêmes élites se présentent à nouveau devant Félix et sa mère pour être nommés. Et à ma grande surprise, ces élites s'agenouillent devant la maman de Félix Tshilombo. Et cette dernière leur pose le signe de croix sur leur front. En quelle qualité? Ça doit être un secte peut-être. Puisque dans l'église romaine, il n'y a que les évêques qui a posé les signes de croix sur le front des fidèles. Médiocrité des élites. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de souscrire et de la partager avec les autres. Merci.